Voilà, donc en fait, c'est bien dans la suite de l'atelier de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était une présentation, si vous vous souvenez, rapide des classes sociales, avec 3 auteurs. Donc en particulier quand même Marx pour commencer. Après on a vu rapidement Alvax, et puis on avait vu aussi la barrière et le niveau là, de Goblet, parce que je trouvais que c'était bien pour comprendre que dans toute société, il y avait une stratification sociale, on en reparlera dans d'autres séquences. Et donc autrement dit, il y a des strates qui composent la société, elles sont séparées par des barrières et elles constituent des niveaux. Donc ce soir, en fait, le thème de la séance, je vais noter quelques petits trucs, hein, juste là, qu'on pourra tous voir. Donc c'est vraiment sur la conscience de classe. Hein. Donc sur la conscience de classe, je pense qu'on peut au moins consacrer une séance parce que c'est vraiment important. Donc si vous vous souvenez, chez Marx déjà, on va reprendre un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était la classe pour soi. Voilà, donc il y avait la classe en soi, objectivement, et il y a la classe pour soi, donc subjectivement, hein, qui est capable de se prendre elle-même comme objet de réflexion, qui est capable de se penser et qui est capable de dire nous par rapport aux autres. Donc on avait dit chez Marx que pour qu'il y ait une classe sociale au sens marxiste, plein du terme, il faut à la fois qu'il y ait l'élément objectif et l'élément donc subjectif, la classe pour soi. Et on avait vu aussi que chez Marx, il y a un certain déterminisme, tout découle du mode de production, des rapports de production. Ça définit la classe en soi et après pour soi. Alors je rappelle aussi rapidement que par exemple, le fait que le capitalisme est concentré dans les grandes fabriques au cours du 19e siècle, les ouvriers, c'est ça qui a donné objectivement les conditions de naissance et d'émergence de la classe ouvrière. Alors, ce dont je veux parler en particulier maintenant ce soir, là j'ai un peu rappelé où on en était, c'est quelques développements. Alors je prendrai 2 auteurs, en tout cas Louis Chauvel, 2 auteurs français contemporains, bon, surtout Louis Chauvel. Louis Chauvel, il enseigne à Sciences Po Paris et c'est un auteur qui est intéressant parce que lui, on va le voir, il est tenant de la thèse du retour des classes sociales. Donc ça on en reparlera aussi, on fera d'autres séances là-dessus, hein, sur la moyennisation, mais j'en viens tout de suite à cette idée, donc la réflexion sur la conscience de classe aujourd'hui. Donc il y a au moins, depuis Marx, il faut bien imaginer, il faut vous en douter, qu'il y a de nombreux auteurs, sociologues, etc. qui se sont penchés sur ces notions de conscience de classe. Et donc ce que je propose ce soir, c'est de présenter rapidement au moins l'approche de Chauvel et de Dubé là-dessus. Alors la conscience de classe, en fait, selon Chauvel, en fait, il va la diviser, c'est ça qui est intéressant, il va la subdiviser en 3 parties, en fait. Hein. Et il va dire, et on va reprendre chacune d'elles, il va dire il y a d'abord une identité temporelle, il y a une identité culturelle, et il y aurait une identité collective. Voilà. Donc en fait, ce que proposent ces auteurs contemporains, c'est de renforcer, de prolonger un petit peu hein, la vision marxiste et le concept donc, de classe pour soi. Donc en distinguant ces 3 parties. Alors, je vais vous les définir rapidement et après on pourra tout de suite débattre, puisque à partir de là, il y a des applications pratiques, je pense, pour nous, quand on essaye quand on s'inscrit dans les luttes sociales. Alors, donc première subdivision de l'identité, l'identité temporelle. Donc l'identité temporelle, c'est tout simplement l'identité de la classe d'un point de vue historique, dans le temps. Quoi, hein. Donc la classe a une certaine pérennité, elle peut avoir des moments de force, des moments d'affaiblissement, mais en tout cas elle est présente, hein, elle s'inscrit dans une historicité. Alors par exemple, ce que nous dit Louis Chauvel aujourd'hui, donc je reviendrai hein, sur les histoires de moyennisation dans d'autres séances, il nous dit bon quand même il faut vraiment relativiser tout ce qui est désindustrialisation de la société et de l'économie française. Si on regarde quand même les effectifs aujourd'hui de ce qu'on peut appeler donc les classes populaires hein, aujourd'hui, à savoir 2 CSP,
les ouvriers et les employés qui pourraient constituer ces classes populaires aujourd'hui, ça représente encore à peu près 50% des actifs. Donc il faut quand même beaucoup relativiser le côté classe moyenne, etc. Donc lui, il insiste sur le fait que les classes populaires, bon, elles ont changé, bien sûr, mais finalement, elles s'inscrivent dans une identité temporelle. Et cette identité temporelle, finalement, même s'il y a des ruptures, hein, par exemple, les années 80 sont une de ces ruptures, eh bien, il y a quand même cette identité temporelle et finalement, elle n'est pas vraiment ni contestée ni contestable. Donc de ce point de vue, oui, il y a conscience de classe parce que la classe s'inscrit dans une histoire. Deuxième dimension sur laquelle ils insistent, l'identité culturelle. Alors là, c'est l'idée selon laquelle, par exemple, la classe ouvrière et les classes populaires auraient une sous-culture, des traits culturels qui leur seraient propres, qui les distingueraient des autres groupes sociaux. Alors, par exemple, il y a un exemple canonique, hein, c'est la pratique du bricolage. Alors, toutes les catégories sociales peuvent bricoler, mais dans le groupe ouvrier ou chez les employés, c'est souvent le mari ouvrier, par exemple la femme employée, le bricolage va avoir un sens très particulier. Il va s'inscrire en fait très souvent dans la continuité du travail professionnel, quoi. Et donc la dextérité, les capacités qu'on ne peut pas toujours mobiliser dans un travail très aliéné à l'usine, par contre dans la pratique du bricolage, on peut épanouir des capacités comme ça. Donc finalement, là aussi, il y aurait des traits culturels qui resteraient propres aux classes populaires et qu'on pourrait distinguer. Alors je parlais du bricolage, mais ça se vérifie toujours sur l'alimentation, ça se vérifie sur le mode de vie, donc il y aurait vraiment des traits culturels. Alors cette identité culturelle, elle s'érode, c'est vrai, elle tend à perdre certaines de ses caractéristiques pour se fondre dans cette culture des classes moyennes, mais malgré tout, elle persiste. Et elle persiste aussi d'ailleurs parce que, ça c'est assez important, il y a des phénomènes d'homogamie, hein. Les couples se forment toujours au sein de ces classes populaires. Il n'y a pas beaucoup de mixité sociale. Et ça, c'est un facteur fort, là aussi, à la fois d'historicité et de maintien des classes populaires, aussi dans leur dimension culturelle. Donc si je résume pour l'instant où on en est, l'identité temporelle, elle est bien établie. L'identité culturelle, même si elle est discutée, discutable, elle est présente aussi, hein. Ces catégories se distingueraient par des caractéristiques culturelles qui leur sont propres. Alors il ne reste plus que le troisième, l'identité collective. Et c'est là que le bas blesse et c'est là que les questions se posent pour nous. Disons, telle qu'elle est définie par ces auteurs, c'est la capacité, disons, à agir collectivement. Et donc en particulier à se lancer dans des luttes, hein, dans des luttes sociales entre autres, ou au moins dans un mouvement social. Hein. Donc avoir des institutions, des répertoires d'action, des façons d'agir, etc. Alors c'est aussi, bon, je distingue un peu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça suppose d'avoir des ressources. Hein. Par exemple, un capital symbolique. Bonsoir. Une idéologie, bon, etc. Voilà. Donc en tout cas, je vais insister un peu sur cette identité collective. Donc l'identité collective, pour résumer, c'est vraiment la capacité à agir collectivement d'une classe. Donc là, effectivement, pour le groupe ouvrier ou pour, disons, les classes populaires de manière plus large, ces auteurs considèrent qu'effectivement l'identité temporelle et culturelle persiste. Par contre, si on peut parler de crise des classes sociales, c'est à ce niveau-là qu'elle se situe, c'est-à-dire que ces classes existent toujours, selon ces auteurs, objectivement et aussi d'un point de vue subjectif, sauf que l'identité collective, elle est vraiment affaiblie. Donc il y a beaucoup moins de capacité à agir collectivement, il y a beaucoup moins de capacité à construire un mouvement social, et entre autres, c'est pour ça que j'ai insisté aussi là-dessus, parce que il manque plein de ressources qui étaient réunies auparavant et là vont faire défaut. Donc par exemple en capital symbolique. Donc je peux insister là-dessus. Dans les années 60-70, être délégué syndical, il y avait une certaine reconnaissance, il y avait un certain nombre d'attributs symboliques, enfin c'était bien vu.
c'était plutôt valorisant. Aujourd'hui, ça peut l'être, mais ça l'est globalement beaucoup moins. Et plutôt, même, on peut dire que si on fait une vision utilitariste, le coût de l'engagement, il risque d'être plus fort que les retombées personnelles et collectives qu'on peut en tirer. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir de l'exposé, c'est que ça se situe ici. C'est donc ici que se situe le problème finalement. Les classes sociales persistent dans leur être, y compris ici. Par contre, elles ont une capacité à agir collectivement qui est vraiment amoindrie. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça dès ce soir, parce que justement, bon, moi je résume un peu mon point de vue. Moi j'adhère globalement à ce canevas de présentation. Donc, je pense qu'il y a vraiment des classes sociales en France toujours aujourd'hui, et que le mouvement Nuit debout, de façon plus large, le mouvement social en France aujourd'hui, il achoppe aussi sur cette difficulté, cette incertitude sur l'identité collective des groupes. Et après, ça se retrouve aussi au niveau des individus. Si on a tellement de mal à sortir de l'individualisme ambiant, c'est justement parce que cette identité collective, elle s'est dissoute, pour plein de raisons. Ça, les causes, c'est encore un autre sujet. Mais toujours est-il qu'elle est amoindrie, elle affaiblit aujourd'hui. Et c'est une des difficultés, je pense, à mobiliser, parce que si on avait la continuité qu'on avait chez Marx, les positions de classe, une conscience de classe et ensuite les luttes, ce schéma-là linéaire, aujourd'hui, c'est évident qu'il ne fonctionne plus de cette façon-là. Il est en désordre. Et le désordre, il se situe vraiment ici. Forger à nouveau la capacité à agir collectivement. Et moi, pour relier à des choses très concrètes qu'on a faites, et je conclurai là-dessus, je pense que quand on a pu faire les quelques actions de désobéissance civile et puis les actions qu'on menait, moi je crois vraiment que c'est le sens du terme qu'utilise Marx, de praxis. C'est à la fois de la théorie, mais c'est de la pratique tout de suite en œuvre. Et je pense que participer à ce type d'action, c'est un côté émancipateur pour soi, parce qu'une fois qu'on l'a fait, on se dit c'est faisable. Et ça a un effet aussi justement de renforcer l'identité collective, parce que ça y est, on se réempare de cette capacité à agir collectivement. On sort de la résignation et on peut se dire on peut entreprendre des choses collectivement, pas en étant chacun perdu dans des groupes très restreints, des groupes d'individus en fait, des tout petits groupes d'affinités. Voilà. Après je pouvais développer sur Louis Chauvel une autre fois parce que ça fait un peu trop long, quoi. Je pense qu'il y a déjà pas mal de trucs discutables. Non, de maintenant. Ils sont dans le même temps, quoi. Dans le même temps que nous. Est-ce que la solidarité, ça rentre dans cette capacité à agir collectivement? Oui, bien sûr. Ça rentre dans quoi? Ce qu'il appelle la capacité à agir collectivement. Oui, alors là on peut distinguer, par exemple, si tu dis la solidarité, voilà, c'est des valeurs, c'est des normes, c'est toute une série de choses qu'on acquiert par la socialisation normalement. Et une socialisation en particulier politique, par exemple. Et donc tout ce qui faisait cette identité collective, attention, quand je dis il ne faudrait pas tomber dans le piège de penser que, tout à l'heure je disais c'était linéaire, oui c'était linéaire, mais c'était aussi très construit. C'est-à-dire que si je pense la classe ouvrière du 19e siècle, telle qu'on l'a décrit dans les bouquins de Marx ou aussi dans les bouquins d'histoire, cette capacité à agir collectivement, elle s'est construite par des luttes, avec un mouvement, des syndicats, des représentants, des organisations, etc., des modes d'action. Par exemple, c'était beaucoup au niveau syndical, par exemple, l'action directe, ce qu'on a appelé ensuite l'anarcho-syndicalisme. Donc ça, c'était, voilà, ils avaient un stock de savoir-faire à leur disposition, des valeurs. Ouais, donc la solidarité, bien sûr, ça fait partie. Il y a, je pense, un défaut de valeur. Ouais. Si c'était ça la question, ouais, je pense que ouais. Moi j'ai une question. La socialisation, il n'y a pas que les 50% d'ouvriers employés qui en profitent, il y a une frange beaucoup plus large de la population qui en profite. Donc
comment est-ce qu'on interprète ça? Non, bien sûr. Mais alors, en fait, ça c'est, il faut distinguer deux notions. En fait, il y a la socialisation en général, d'accord, et il y a une socialisation qui est différenciée en fait. Donc tout le monde est socialisé parce que tout le monde est un animal social. Donc chacun de nous va du berceau au cimetière va être socialisé parce qu'il va vivre avec les autres et il va accumuler donc toute une série d'expériences, d'acquis, donc de normes, de valeurs, etc. Tout au long de sa vie. Donc tout le monde est socialisé et on va être socialisé évidemment de façon différenciée selon par exemple qu'on appartient aux classes aisées ou qu'on appartient par exemple aux classes populaires dont je parlais. Donc par exemple le rapport au travail va être très différent. Donc dans les deux familles ou dans les deux milieux on va parler de travail, mais dans un milieu on le considérera d'une certaine façon, dans un autre milieu, voilà. Par exemple le travail intellectuel chez les ouvriers va être méprisé. À l'inverse, le travail manuel va être valorisé. Donc tout le monde est socialisé bien sûr, mais la socialisation qui était propre à ces catégories, en tout cas à ces classes, produisait une identité collective plus ou moins marquée. Et aujourd'hui, elle est moins marquée, bien sûr, qu'elle ne l'était autrefois. Alors pour plein de raisons, hein, mais ça on en parlera. Ça je peux faire un truc sur. Enfin j'ai eu l'intention de faire un petit truc sur la moyennisation, mais par l'école entre autres. Hein. J'étais un peu HS, je pensais qu'on parlait de socialisation économique en fait. Ah non, mais c'est une bonne réflexion aussi, parce que socialisation, on peut parler aussi en économie, quand on va dire on va socialiser les pertes, voilà, c'est un autre sens. Hein. La socialisation, c'est vraiment le processus d'apprentissage qui va permettre de construire son identité et de vivre en société, quoi. C'est vraiment ça, et donc c'est un apprentissage vraiment de tous les instants, qui est évidemment plus intense, enfin différent dans les premiers âges de la vie, mais après ça continue aussi, quoi. Et il y a une socialisation politique. Alors, dans des sociétés très politisées, elle sera très forte. Je sais pas, parce qu'il y a un régime autoritaire, un embrigadement des jeunes très plus jeune âge, ou je sais pas quoi. Ou au contraire, dans une démocratie, mais avec une vraie démocratie délibérative, participative, etc. Là, effectivement, tu as une socialisation politique très forte. À l'inverse, dans nos sociétés aujourd'hui, bon, cette socialisation, bah si, elle se fait en ce moment avec Nuit debout, par exemple. Je pense qu'il y en a certains pour qui, certaines générations, ou certains même, voilà, ça a été premières expériences de socialisation politique à proprement parler. Et elles sont interconnectées ces différentes identités? Bien sûr. Interconnectées. Toutes réunies sont elles qui contribuent à la conscience de classe, quoi. Si tu veux avoir une conscience de classe complète, il faut que tu aies une identité dans le temps, qu'on puisse te repérer dans le temps. Il faut que tu aies une identité culturelle, que tu sois quand même différent des autres, et il faut que tu sois capable d'agir collectivement. Et c'est là que, donc, par exemple, si on reprend le cas de la classe ouvrière, quand même, qui est super intéressant et important, l'identité temporelle, culturelle, bon, finalement, résistent assez bien et sont plutôt présentes. Par contre, là où ça pêche vraiment, c'est l'identité collective qui s'est défaite progressivement. Plein de raisons. Hein. On peut parler de la mondialisation, on peut parler de... Il y a plein de facteurs qui ont joué. Hein. Y compris, comme je disais, la massification de l'enseignement. Ouais, nous, quand on a grandi, c'était pour être autonome le plus vite possible. À 18 ans, il fallait que tu sortes de chez tes parents, que tu aies ton appartement, ta voiture, enfin, pas la voiture, mais en gros, bizarrement, je sais pas qu'est-ce qui nous poussait à être tous autonomes plutôt que de rester en famille. C'est ça qui est... Enfin, il n'y a plus vraiment de famille avec tous les âges qui vivent dans la même maison. D'ailleurs, pour un exemple, quand j'ai été au Chili, j'avais l'impression, là-bas les gens ils restent Où ça, au Chili par exemple, les gens en général ils restent environ jusqu'à leurs 30 ans, même parfois davantage. Chez leurs parents c'est normal, des fois ils se marient plus jeunes. Mais du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements aussi là-bas qui sont collectifs et tout le monde est partage leurs avis de manière plus évidente, quoi. Que ici, les gens, ils se détachent totalement en fait des mouvements sociaux, etc., politiques. Alors que là-bas, les gens sont très vite intéressés et les idées circulent beaucoup en fait. Et
peut-être qu'il y a ce côté-là, justement, c'est lié, quoi, le fait que les gens sont plus entre eux. Sûrement ça. Hein. Comment? Sûrement ça, la sociabilité, ça commence avec la famille. Bien sûr. C'est le premier noyau et si tu casses la famille, ça crée des problèmes après par la suite pour créer des nouveaux liens. C'est vrai que dans nos sociétés, on est tellement individualiste. Je me demande si c'est vraiment lié à ça ou c'est la société qui l'a fait individualiste. En fait, le fait de se quitter chez ses parents, d'avoir une voiture, un appartement, pour la société, c'est bénéfique. Pour le système. Oui, parce que tu achètes une voiture, donc tu consommes, tu as un appartement, tu payes des impôts, etc. Donc tu deviens à toi une unité sociale. Et c'est intéressant pour le système. Voilà. Si tu restes chez tes parents, etc., ben, c'est pas intéressant pour le système. Moins une question de... Et du coup, en créant des micro-systèmes, enfin des micro-familles, ben, du coup, ça éclate le collectif. Enfin, moi, je le vois comme ça. Le covoiturage, c'est un peu dans l'autre sens, ça va dans l'autre sens. Ouais, ben, en fait, maintenant, on revient sur la colocation, voilà. Oui, mais quand même, justement, dans ce qu'on disait, moi je trouve que pour en revenir à l'identité collective, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure transmission, enfin pour essayer de donner des points des exemples. Je pense qu'il y a une meilleure transmission, par exemple, d'une culture de la consommation entre les générations récentes, disons depuis les années 80, plutôt qu'une transmission, et par contre un défaut de transmission d'une socialisation politique. Il y a vraiment un truc qui est en train de s'achever, j'espère, enfin il me semble, parce que là quand même on voit qu'il y a un mouvement de fond, il y a plein de trucs qui ont été plantés de 95 à aujourd'hui. Enfin, c'est un peu tabou aussi, hein. Tu parles rarement de politique, repas de famille. Ouais, il y en a, ils vont ouais, mais tu vois, justement, c'est voter à gauche ou à droite parce que leurs parents votent à gauche ou à droite, mais sans voir pourquoi, sans y réfléchir. Mais je crois qu'il y a vraiment cette crise de transmission à un moment donné, elle était vachement marquée, y compris ici à Nice, parce que on le voit, tu te dis, quand même, quand tu vois les anciens PC, machin, tu te dis finalement, Nice, il y a encore quelques générations, même quelques décennies, c'était pas aussi à droite que ça, quoi. Et par contre, quand tu vois que ces catégories-là, dans les réunions, bon après il faut voir les réunions aussi, hein, mais bon, c'est pas forcément renouvelé. Donc moi je pense qu'il y a plus de facilité, enfin pour revenir là-dessus, de transmettre une culture qui est individualiste, qui est celle de l'hédonisme par la consommation, plutôt qu'une culture politique. Ce que je voulais dire, c'est si me fie un petit peu mon expérience à moi, donc moi j'ai la cinquantaine, ce que je me rappelle, c'est que même à mon époque, c'est-à-dire les années 70, 80, 90, au niveau de la jeunesse, indépendamment des différences, disons, de classe, de catégories socio-professionnelles, il y avait une conception commune, on va dire, de ce qu'était la culture savante, la culture populaire et la contre-culture. Il y avait des standards communs. La contre-culture, c'était le rock, le punk, etc. La culture savante, c'était ce qu'on apprenait à l'école, ce qu'il y avait sur France Culture, dans les musées. La culture populaire, bon, c'était ce qu'il y avait sur la radio périphérique ou dans les chaînes de télévision. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a un éclatement complet, une sorte de... Il y a certains sociologues qui parlent de tribalisation, c'est-à-dire il y a vraiment à la fois au niveau des cultures savantes, des cultures populaires et des contre-cultures, c'est vraiment très tronçonné, quoi. Il y a plus de points communs, de tout dans lequel toute une génération se retrouve, quoi. Considérer de la même manière ce qu'est la culture savante, ce qu'est la contre-culture et ce qu'est la culture populaire. Il n'y a plus d'éléments communs. C'est tout à fait dissocié. Et ce qu'il y avait aussi comme point important, c'est que au niveau des processus de socialisation, c'est que dans le modèle français républicain, il y avait quand même au niveau des standards culturels communs à toutes les classes, il y avait quand même un standard culturel républicain qui était la haute culture, on va dire la culture savante, à travers le système scolaire. Et ça, aussi bien au niveau des classes les plus populaires, plus élevées, il y avait quand même une vision commune de ce qui était la
la culture de référence, ce à quoi il fallait, le standard auquel s'aligner, même si on n'y arrivait pas, même si la plupart des gens n'y arrivaient pas, en réalité, il y avait une vision commune de ce qu'était la haute culture. Et il y avait l'école, il y avait aussi des dispositifs de rattrapage à travers certaines formes d'éducation populaire, à travers notamment les partis politiques, le Parti communiste, qui justement servaient un peu de session de rattrapage pour rattraper cette haute culture commune qui est reconnue par chacun. Il manque de repères peut-être, c'est ça? Voilà, il y avait des repères communs sur ce qui était, on va dire, les standards culturels. Et même la contre-culture, il y avait des standards communs au niveau de la contre-culture aussi. Ouais, ça, tu as tout à fait raison. Et moi, je voulais. C'est un truc que je me proposais de faire avec la moyennisation, entre autres, ou des sujets comme ça. Mais effectivement, après, ça, je pense que ça mérite de faire une séance là-dessus. Parler d'habitus chez Bourdieu et chez d'autres. Et en tout cas, effectivement, ce qui est retenu par certains sociologues, moi je ne suis pas totalement convaincu, mais je pense qu'il y a quand même une part de réalité malgré tout, c'est de dire qu'effectivement les parcours ils sont beaucoup moins linéaires. Forcément, ils sont quand même beaucoup plus variés, même si on est loin de l'égalité des chances, il y a quand même beaucoup plus de mélange, en tout cas, et en plus aussi à travers le numérique. Pour autant, et du coup, ils en concluent, comme tu l'as dit, que effectivement, on verrait apparaître des espèces de tribus, chacun choisit des éléments culturels. Donc, je pense que c'est des réalités, mais en même temps, il y a des invariants qui restent lourds, ne serait-ce que et ça, je crois que c'est vraiment marqué, toutes les histoires de ségrégation spatiale, etc. Il y a plein de travaux aussi qui montrent bien qu'aujourd'hui, ça reste plus marqué que jamais, que c'est super fort. Et on le voit, hein, même les copains qui viennent de l'Ariane, à chaque fois, eux, c'est une autre façon de venir sur la place. Hein. Clairement, Olivier, il vient, il y a d'autres qui prennent les transports en commun, mais lui, il faut qu'il pense à son truc, la ligne bidon, voilà, et... Donc je crois que ça évolue, mais c'est sûr que ça contribue à une des difficultés aussi à trouver des socles communs pour agir collectivement. Vas-y, oui, donc contraire. Moi je veux bien distinguer les ouvriers des autres parce qu'ils font un travail manuel, mais les employés, ils font un travail relativement intellectuel, enfin ça dépend lesquels peut-être, mais certains font un travail intellectuel, beaucoup sont sur des ordinateurs. Oui, c'est large. Alors c'est peut-être assez large, mais en tout cas une partie sont sur des ordinateurs. Et comment les distinguer par exemple des cadres qui sont aussi sur des ordinateurs et qui encadrent personne? C'est pas l'outil de travail qui est important. Alors c'est quoi je vois pas pourquoi on met employé, c'est quoi, c'est le salaire? Un cadre, il va avoir des gens sous sa direction, qui va donner moi je suis cadre, j'ai personne, je donne ordre à personne. Alors. La mission n'est pas la même. C'est-à-dire? Moi je peux te dire. L'employé il a une mission de base, on va dire. Il ne demande pas forcément des grosses connaissances, alors que le cadre va lui demander, moi si je me trompe, mais pas mal de connaissances pour pouvoir pratiquer la mission qu'il demande. Donc c'est ça la différence de classe, la connaissance et l'absence de connaissance? L'absence de connaissances dans le travail demandé. Mais déjà sur les ouvriers, sur les employés, moi je peux te répondre assez vite parce que c'est vraiment une catégorie qui est complètement explosée. Donc tu as deux extrêmes. Tu as par exemple aujourd'hui beaucoup d'employés qu'on appelle au service direct personnes. Hein. Donc c'est les domestiques d'aujourd'hui, hein. Soit vers des personnes âgées, soit dans le public. Donc là, en général, sous-qualifiés, conditions de travail pourries, etc. Ou les gens qui font du nettoyage, ce genre de choses. Et puis à l'autre extrémité, effectivement, tu as des gens qui vont être employés de mairie, donc administratifs, soit dans des entreprises, soit dans des organisations. Ils sont fonctionnaires, mais ils sont employés. Ils sont employés parce que leur mission, ça rentre dans les 50%. Ouais, complètement. Mais par contre, eux, alors effectivement, dans les catégories sociologiques, après, on va te dire que ceux-là sont plus proches des classes moyennes, de par leur standard de vie, de par leur mode de vie, de par la façon dont ils éduquent leurs enfants, que des employés des plus bas de l'échelle. Hein. Donc il y a des sous-couches, si tu veux. Et voilà, quoi. Donc vraiment très différents les uns des autres. Et puis il y avait un autre truc, oui, sur les cadres, même si alors soit c'est toi qui
qui commande un groupe, soit tu as au moins des missions de conception, quoi. Tu conçois quelque chose, tu réfléchis, tu as une part de décision à prendre. Alors, non, mais moi je suis d'accord, aujourd'hui le boulot de cadre, plein de cadres est de plus en plus taylorisé avec le numérique, quoi. Mais n'empêche que normalement un cadre, ce qui les distingue normalement, c'est que voilà, il a des tâches de conception et pas seulement d'exécution. Alors les infirmières, c'est des employés de quoi? Ah non, c'est profession intermédiaire. Enfin ça je l'ai pas fait parce que bon, on pourra bien le faire les CSP. Enfin c'est pas dur, hein. Enfin, dans le cadre d'un hôpital, l'infirmière, l'infirmière, c'est son employé. Ah non, parce qu'elle est qualifiée quand même. Et elle prend des décisions à un certain moment. Elle ne prend pas les décisions qui sont du ressort du médecin. Mais dans le cadre de l'hôpital. Dans le cadre de l'hôpital, une employée, ça serait l'aide-soignante ou quelque chose comme ça. Ouais. Ou la nana ou le mec qui nettoie la salle après l'opération. Alors que l'infirmière, c'est déjà qualifié. Ouais. Oui, gérer une équipe, être qualifié et être juste ouvrier, quoi. Et ça, on retrouve quand même la discussion qu'on avait hier, la semaine dernière sur la classe en soi, quoi. Où est-ce qu'on les classe dans une hiérarchie objective, hein, qui d'ailleurs, par exemple, dans le droit du travail, hein, si on revoit la loi El Khomri, se traduit dans les négociations collectives, dans quelle branche tu es. Et si maintenant, avec les 80% d'élèves qui doivent passer le bac et qui doivent être qualifiés, est-ce que ça va changer la classe ouvrière, la classe populaire? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans la classe populaire, je dirais que selon moi, il y a vraiment des classes vraiment très populaires, on va dire, qui sont vraiment très défavorisées à tout point de vue. Et je dirais peut-être encore plus, disons, sur le plan culturel que sur le plan économique. C'est peut-être pas là où elles sont le plus défavorisées, mais qu'elles le soient aussi. Et puis après, il y a, au niveau des anciennes catégories, on va dire, des travailleurs intellectuels, intermédiaires, voire même des cadres, il y a quand même tout un processus de prolétarisation progressive des professions intellectuelles et des cadres. Pour prendre l'exemple d'entreprises, entre guillemets, qui est l'ancienne administration où je travaille moi, il y a eu tout un processus où les anciens cadres sont devenus progressivement, sont passés au rang d'agents de maîtrise, les anciens agents de maîtrise au rang d'employés, les cadres supérieurs au rang de cadre. Donc il y a eu tout le monde est descendu, quoi, finalement. Sans pour autant perdre de rémunération. Au contraire, au niveau des rémunérations, c'est plutôt progressé, mais au niveau des responsabilités, de la place dans l'institution, on va dire, ça a plutôt descendu. Du fait que les fonctions deviennent de plus en plus complexes, de moins en moins cadrées sur le plan, c'est de moins en moins opératoire, mais de plus en plus un petit peu conceptuel, avec de plus en plus d'adaptation au contexte. C'est de moins en moins l'application de procédures bêtes et méchantes. Il y a de plus en plus d'improvisation. Et par contre, au niveau de l'encadrement proprement dit, c'est vrai que les cadres de proximité, grosso modo, c'est les anciens agents de maîtrise d'autrefois. Et quelquefois, c'est même des cadres supérieurs de maintenant qui exercent des fonctions qui auparavant étaient exercées par des agents de maîtrise. Ces anciens cadres, ils ont des fonctions d'employés, qualifiés supérieurs ou techniciens supérieurs, de pseudo-experts. C'est juste quand on parlait du bac, là, des 80% qui passent le bac, j'ai l'impression que, enfin, moi à mon époque, c'était, il y a quand même plus d'une dizaine d'années, même plus. Il fallait que tout le monde aille le plus possible vers les études supérieures et tous, en gros, tous devenir cadres ou alors tous, fallait que tous. Ah oui, non, c'est bon. Du coup, si tu n'arrivais pas à ce stade d'être cadre ou machin, c'est ce que si t'étais en dessous, tu te dévalorises dès le départ parce que tu n'as pas réussi à accéder au rang dès que tu te poussais à accéder. Et du coup, il y a cette. Même si tu es. Ouais, du coup, tu peux quand même aspirer à avoir le niveau de vie supérieur, alors que tu pouvais être. Tu peux peut-être l'avoir, mais tu es quand même aigri de ne pas avoir ce rang qu'on a voulu te pousser à avoir. Là, on nous pousse tous vers les études supérieures, mais sans qu'il y ait vraiment de but. Parce qu'il faut qu'on soit tous dans le tertiaire ou dans tous cadre. Comme il disait, il y a tellement de cadres qu'on va baisser d'un échelon parce que il y aura des tâches qui vont être un peu floues dans tout ça. Et ça, à l'école, ils poussent tous à aller au plus haut, et personne ne trouve sa place, quoi.
Alors que des fois, des études manuelles, bah, tu peux commencer en bas, mais tu peux devenir chef d'équipe, machin, et devenir après ton propre patron. Ça, c'était la politique. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas, moi c'est ce que j'ai vécu à l'école, c'était un peu la frustration de si tu fais pas, il faut aller faire les études au maximum quoi. Et dévaloriser ceux qui n'étaient pas capables. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, parce que c'est l'objectif politique. Ça a été un objectif politique qui a été mis en place en 90, si je me souviens. Ouais. Qui est 80% qui est le bac, c'est ça? Ouais, c'était une pression. Bon, ça va être un peu plus tôt. Ouais, mais c'était une connerie. C'est pour ça que c'est même handicapant pour l'école. Oui, en plus, parce que C'est ça. du coup, tout le monde va dans les mêmes filières alors qu'ils n'ont pas, C'est ils ont pas handicapant. envie. Mais c'est un objectif politique. Ça c'est une erreur pointée du doigt. Non, mais par rapport aux identités de classe dont on parlait, enfin, c'est à la fois, d'un côté, c'est le résultat d'un mépris de classe aussi, quoi, parce que justement si on pousse, le système scolaire pousse, mais les parents aussi poussent, parce que tout le monde a intériorisé qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants fassent des études professionnelles ou autres, parce que voilà, il y a plus de prestige à continuer. Donc c'est un effet de ce mépris quand même de classe aussi. Et en même temps, ça pourrait être un élément de recomposition aussi, parce que de plus en plus, il y a le phénomène de surqualification, hein, de gens qui vont être obligés d'accepter des emplois, mais sont largement plus qualifiés que les tâches, que les qualifications requises. Et puis, et finalement, ça donne ces mouvements qui sont en gestation, là, ou qui existent, des intellos précaires, etc., et qui ont joué un rôle important, je pense, dans la constitution de Nuit debout, par exemple. Je pense qu'il y en a plein sur Paris. Non, mais ça, je trouve que c'est intéressant, parce que justement, les classes peuvent se recomposer. Moi, je pense qu'elles doivent se recomposer en plus, parce qu'elles sont un peu... tout est un peu épars, c'est sûr, mais il y a des recompositions possibles, je pense, et des gens qui, effectivement, là, objectivement, ne réussissent plus à s'insérer. Effectivement, parler de prolétarisation de certains métiers, le journalisme, par exemple, hein, ça, c'est vrai que c'est un exemple... qui est souvent utilisé, parce qu'hormis une petite élite de journalistes parisiens qui font le parcours sans faute, machin, tous les autres ils galèrent comme des malades, quoi. Donc, ou les stagiaires non rémunérés, et ainsi de suite. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, ça me fait penser à un film. Il y a eu un film là, je crois que c'était de Claude Chabrol qui s'appelait La Cérémonie avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert. Il y avait un truc qui était frappant dans ce film, c'est que il y a une personne jouée par Sandrine Bonner, c'était une employée de maison, une bonne, qui était hyper compétente, hyper bosseuse, etc. Mais il y avait un petit problème, c'est qu'elle était complètement analphabète. Ce qui se passait au fur et à mesure du déroulement du film, c'est qu'elle avait beau s'investir à fond dans le boulot, c'est-à-dire même des boulots, disons, de beau niche, maintenant, il y a des nécessités, disons, de compétences en dehors des activités purement manuelles, c'est-à-dire de savoir lire, de savoir passer des coups de fil, de savoir aller sur internet, de savoir envoyer des SMS, de savoir remplir des comptes, signer des... Bon, il y a plein d'activités qu'avant les gens qui étaient vraiment en travail manuel pur et dur n'avaient pas à faire, et maintenant même les plus bas travailleurs, disons, de plus bas niveau, on va dire, sur le plan opérationnel, ils sont obligés d'avoir des compétences, des multi-compétences qu'avant les gens n'avaient pas. C'est-à-dire même maintenant pour être chômeur, il faut quand même savoir utiliser internet, savoir utiliser un smartphone, savoir te connecter, enfin il faut avoir des compétences qui sont très largement au-dessus de ce qu'avaient les gens autrefois. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes aussi, je pense, parce que tous ces bagages culturels, on les a aussi. Et moi, personnellement, quand je vois des fois, je rencontre des gens qui n'ont pas forcément le même bagage culturel, qui sont en dessous et qui vont me raconter des conneries pas possibles. Je vais avoir tendance, malgré moi, à les regarder de haut. Alors, je vais me reprendre dans ma tête tout de suite après, je vais essayer de faire des efforts, mais c'est inconsciemment, c'est un réflexe que j'ai et que je pense que je ne dois pas être le seul à avoir. Je dirais, il y a d'une part il y a la culture générale, on va dire, qui est juste des généralités, on va dire, c'est la haute culture. Puis après, il y a toute une culture, on va dire, pratique,
Et c'est vrai que la culture pratique de maintenant, elle est quand même beaucoup plus complète, beaucoup plus sophistiquée qu'elle était auparavant. C'est quand même maîtriser une palette de compétences et de connaissances qui sont quand même sans commune mesure avec ce qui était le socle minimum nécessaire aux gens pour se débrouiller autrefois. Moi j'ai une question. Du coup, la loi travail en fait, elle est en train de réunir plein de classes, c'est ça? Plein de classes ensemble autour d'un objectif commun? C'est quand même bizarre, non? C'est pas bizarre? Moi, ce que je pensais avant, c'est la mobilisation pour la loi de travail. Non, le fait de lutter contre la loi de travail. Voilà. Le danger de la loi de travail réunit plusieurs. Parce que moi, ce que je pensais en fait, c'est qu'il y avait principalement une grande classe qui était la classe qui est obligée d'aller sur le marché du travail, sinon elle ne peut pas reproduire ses moyens d'existence. Et puis il y avait l'autre classe qui étaient les personnes qui n'étaient pas obligées d'aller sur un marché du travail, qui pouvaient vivre comme ça aux dépens des autres. Après, je veux bien faire une subdivision parmi les gens qui sont obligés d'aller sur le marché du travail, mais ça me paraît pas. Tu parles des super rentiers ou important. de ceux du RSA? Oui, c'est lesquels, Ceux qui ne sont pas obligés d'aller sur le marché du travail, c'est ceux qui ont plein d'argent et qui font bosser les autres. Okay. C'est ceux qui décident, qui disent tiens, on va orienter la production comme ça. Ah, d'accord. C'est les grands actionnaires. Ceux qui embauchent ou même pas, ouais, C'est ceux qui créent des emplois, vous savez, ceux qui créent les emplois, Il n'y a qui que créent deux les. classes. Ceux qui cherchent Moi, rigolo, j'aurais tendance à. Enfin, Ceux qui en donnent. moi, dans ma tête, c'était ça. Après, le fait de subdiviser en travail intellectuel, travail manuel, travail qui gagne un petit peu plus, travail. Pourquoi pas, hein, mais il y en a qui aiment le bricolage, d'autres qui aiment jardiner, d'autres qui aiment chanter. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça un peu secondaire. Je sais pas. Le fait d'appeler ça classe sociale, on dirait qu'ils ont un but très antagoniste, alors qu'il me semble que c'est très convergent de manière très fondamentale. Le fait d'aller sur le marché du travail, c'est quand même un truc, un socle très fondamental. Mais ces deux classes, elles ont toujours existé alors. Oui. Oui, d'accord, oui, c'est très vague. Ah non, il y en avait une troisième quand même, il y avait ceux qui... Enfin, disons qu'il y a ceux qui travaillent en étant salariés, et puis il y a une troisième, disons, qui travaillent d'eux-mêmes, qui vendent ce qu'ils produisent, indépendamment. Précédemment, c'était les paysans, ils étaient beaucoup plus nombreux, aujourd'hui ils sont beaucoup moins nombreux. Ceux qui produisent, qui vendent, il y a quelques artisans qui restent, il y a quelques indépendants, mais il n'y en a plus beaucoup. Et avant, ils constituaient la majorité. Pour moi, il y avait ces trois classes-là. Et aujourd'hui, il y en a surtout deux. Quoi. Mais on peut subdiviser la grosse classe, on peut la subdiviser. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui nous réunit contre quoi? Enfin voilà, c'est ça. Et contre qui on se bat? Est-ce que c'est contre les employeurs ou contre une classe, quoi? Enfin, En tout cas, non, ce qui est bien, c'est de faire le lien avec les petits éléments théoriques là, que j'exposais rapidement. C'est que moi, effectivement, je pense que ça s'inscrit bien dans la question de l'identité collective. Et quand nous, on se pose des questions, tiens, pourquoi on y arrive ou pourquoi on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, je crois qu'on gagnerait peut-être à essayer de réfléchir aussi à cette question de comment on construit une identité collective alors qu'elle est évanescente. Mais alors, dans ce que tu disais, moi je dirais oui, la loi travail c'est une super occasion de reposer la question de l'identité collective et ça s'est fait. Je ne sais pas si ça va durer encore ou pas. Ça s'est fait avec Nuit debout, ça s'est fait avec tout le mouvement qui a eu lieu. Et ça se fait, je pense, surtout, comme on disait, dans la convergence des luttes, justement. La convergence des luttes, c'est effectivement sortir des petites catégories dont on parlait et retrouver un sens commun, donc une identité collective large. Mais large, ouais, ok, on peut opposer, et c'est ce qu'on faisait aussi la semaine dernière quand on a présenté Marx rapidement. Donc chez Marx, on va dire d'un côté les prolétaires, de l'autre les propriétaires. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué que ça. Et donc ouais, le salariat peut se regrouper autour d'objectifs comme lutter contre la loi travail. Mais on voit bien que ça ne marche pas c'est quand même assez autant concret. que ça. Hein. Soit on est obligé d'aller bosser, c'est-à-dire faire un travail qu'on n'a pas envie pour quelqu'un, c'est-à-dire aller occuper un emploi ou aller bosser, soit c'est nous qui créons l'emploi. Il y a quand même une différence fondamentale entre les gens qui créent les emplois et puis les gens qui doivent aller, sinon ils vont être SDF. Les emplois, il n'y a pas tout le monde. Quand je dis qu'ils créent les emplois, oui. Oui, alors qu'ils créent les emplois et qui eux-mêmes ne seraient pas obligés d'aller travailler s'ils ne le voulaient Mais pas. ce que je voulais dire juste, c'était que le fait d'être salarié,
et de devoir se présenter sur le marché du travail et de prendre un emploi dont on n'a pas forcément envie, etc. On voit bien que ça ne suffit pas à coaliser les individus et les groupes pour réussir une grosse mobilisation tout de suite. De fait, parce que pour plein de raisons compliquées, mais voilà, il y a 1 million de personnes dans la rue, mais il n'y a pas 25 millions d'actifs. Tu vois, voilà, ça prend, mais ça prend pas à proportion de vrais mouvements qui regrouperaient vraiment les salariés, comme il y en a eu à certaines périodes. 68 pour l'instant, désolé, parce que en même temps, rien à foutre quand on se fait insulter par les vieux qui viennent nous raconter leurs histoires. Moi, je m'en fous de ce qu'ils ont vécu ou pas. Mais après, au niveau référence, c'est vrai que voilà, 3 millions de grévistes, c'est pas 1 million dans la rue comme on a fait récemment, quoi. Et là, effectivement, c'est des moments de cristallisation de cette identité collective, de vraiment se dire, ouais, on peut le faire, quoi. En nombre pour le faire. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a aussi un contexte, je sais pas comment c'était vraiment à l'époque de mobilisation comme 68, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas pouvoir rentrer dans leurs frais. Si par exemple ils se mobilisent, ils font une grève 2, 3, 4 jours ou même une semaine dans le mois, ça va être énorme pour eux. Est-ce qu'ils sont tenus par des crédits, par des trucs, les loyers, c'est pas qu'ils voudraient pas en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'identité forcément, c'est plutôt qu'il y a cette barrière quoi, voilà, ils sont bloqués des situations. Et il y a une autre chose aussi que je me pose comme question, c'est le rapport au travail pour des ouvriers notamment, où beaucoup d'anciens dans les 60 ans me disent nous à l'époque quand on allait se présenter à un poste, on posait nos conditions, alors qu'aujourd'hui il faut vraiment courber l'échine et voilà, c'est aussi complètement différent, quoi. Avant, peut-être que les ouvriers avaient aussi beaucoup plus de pouvoir, alors que maintenant, beaucoup plus, je sais pas, mais voilà, il y avait quand même plus de, il y avait moins de chômage, plus de possibilités de poser ses conditions. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je sais pas. Après, c'est des témoignages d'anciens qui m'ont dit ça. Ouais, ça dépend des périodes, parce qu'il y a eu des périodes de gros chômage et c'était difficile. Moi, je sais que une mère qui était de classe ouvrière et elle allait travailler, puis elle travaillait comme on lui demandait de travailler, et puis c'était super embêtant. Et elle avait pas un bon salaire. Après, il va dire que le fait que c'était une femme, j'imagine à l'époque, ça n'avait pas été évident. Je ne sais pas dans quelle branche elle était, mais ça a été aussi quelque chose d'assez difficile à la couture. Je sais pas. Sinon, comme autre ligne de fracture, à mon avis, au sein de la société, à part la question, on va dire, économique de ceux qui détiennent des richesses, de ceux qui ne détiennent pas de richesses, et de ceux qui détiennent des outils de production et de ceux qui ne détiennent pas, il y a peut-être qui inclut celui-là, mais qui est peut-être plus là, c'est peut-être la différence entre ceux qui, au sein de la société, détiennent des pouvoirs et exercent des pouvoirs, et ceux le pouvoir, que ça peut être aussi bien le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir social, le pouvoir culturel, et ceux qui subissent les pouvoirs, que ce soit sur le plan politique, économique, social, culturel. Et généralement, au sein des sociétés, malheureusement, sur le plan historique, c'est toujours des minorités agissantes qui ont exercé ces différents types de pouvoirs vis-à-vis de majorités subissantes. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu. Moi, je ne connais pas d'exemple. C'est vraiment la majorité ou les majorités de ces différentes catégories qui ont exercé le pouvoir sur elles-mêmes et sur les minorités en question. Ça a toujours été ces minorités qui quelquefois cumulaient ces différents pouvoirs. Ils pouvaient cumuler le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir social et le pouvoir culturel. Et des fois, il y avait des séparations. Ce n'étaient pas forcément les mêmes acteurs qui détenaient tout en même temps.
Non, il y a des exemples d'acteurs qui ne détiennent pas le pouvoir économique, mais qui ont d'autres pouvoirs comme ça. Intellectuel. Dans certaines sociétés, il y a eu par exemple des sortes de clergés, il y avait les prêtres qui ne tenaient pas forcément les richesses du pouvoir politique, mais en même temps qui avaient le pouvoir, on va dire, spirituel. Ouais, t'as les héros, je sais pas, tu sais, les héros ouvriers ou les héros, enfin, tu vois, ceux qui fédéraient, qui étaient justement un exemple culturel, je sais pas. J'ai pas vraiment d'exemple, mais je sais pas, Geronimo, tu vois, un truc, quelqu'un qui est un héros, tu vois. Il est pas, c'est pas quelqu'un qui vient, c'était pas un roi ni quoi, mais quelqu'un qui a su fédérer, voilà. Je connais pas. Fédérer autour de quoi? Je sais pas, j'ai pas un but Ouais, par rapport à une lutte peut-être, par rapport à une injustice, quelqu'un qui s'est levé contre une injustice et du coup qui a fédéré autour de lui les minorités sans avoir de pouvoir politique, mais qui du coup a eu un pouvoir culturel, tu vois. Il a donné envie aux gens d'aller se battre pour eux-mêmes, quoi. Ouais, je sais pas. Donc là, c'est plus la majorité qui se rebellait. Voilà, par exemple, mais avec un leader qui n'était pas les leaders politiques et ceux qui avaient l'argent. C'est pas un exemple concret peut-être, mais ça a existé, quoi, des sortes pas de anti-héros, mais tu vois, pas le roi ou qui a dit à son peuple oui je vais vous aider, c'est quelqu'un d'autre qui a apparu comme ça. D'accord, donc il y a les dominants, et puis à un moment donné, les dominés ont un petit sursaut avec un héros comme ça de temps en temps. Parce que dans le cas de l'Église était vachement au service du pouvoir quand même. Donc dire qu'ils avaient une hégémonie culturelle, ils l'avaient parce que le pouvoir était content qu'il l'ait. Si le pouvoir n'était pas content, il se serait viré très, très vite. Ouais, mais il y avait quand même une concurrence et une lutte entre les... Ils s'entretenaient mutuellement. C'est le pape qui décidait des rois. D'accord, mais les deux étaient très riches dans ce cas. Enfin, on ne peut pas avoir quelqu'un de pas riche qui en même temps entretient une lutte. Non, parce que le prêtre du petit village, il n'est pas riche, hein, il avait autant d'argent que les gars du village, mais il avait quand même une influence culturelle, spirituelle sur ses... Il y a différentes formes de pouvoir. Il peut, disons, au sommet, souvent il y a cumul, mais après, dans la société, il y a quelquefois une séparation entre les différents types de... Sachant que la majorité, malheureusement, elle subit plutôt les différents types de pouvoir plutôt qu'elle ne les exerce. Sauf dans certains cas. Mais justement, ces cas, c'est souvent quand les différentes classes dont on parlait un peu là, ont réussi à converger, quoi. On le voit en 36 un petit peu, on le voit à la Libération, on le voit aussi un petit peu en 68. Et maintenant mais un peu modèle réduit. Ça arrive, ça arrive. Bon. Ou en modèle, peut-être en modèle très... des vagues longues, encore 10 ans, ouais. Plus que 10 ans, je sais pas. Le problème, si j'ai bien compris, en fait, c'est l'individualisme. Pardon ? Le problème, si j'ai bien compris, c'est l'individualisme, parce que c'est ce qui nous empêche de coopérer ensemble. Je veux dire, si les gens ils viennent plus, c'est parce qu'ils sont seuls, qui les cet homme libre dans la société et qui a plus de connexion et qui est plus d'entraide. C'est le système qui s'est créé aussi, c'est l'individualisme. Le système, on le crée nous-mêmes. Ben oui. Non, mais quand même, l'individualisme, essayer de l'articuler avec cette histoire d'identité collective, quoi. Moi, je pense que c'est pas juste le système ou machin. Recréer de l'entraide pour... Il y a de l'individualisme qui dissout quelque chose qui s'appelle l'identité collective, et maintenant démerdez-vous, quoi. Enfin, démerdons-nous, quoi. Non, mais clairement, c'est ce que tu si on veut essayer d'être... Non, mais je propose juste comme ça pour essayer d'être concret, quoi. Si on veut être concret, le problème, il est là, à peu près. Il y avait papa qui allait donner un petit steak à la fin de la semaine pour pas déjà les gens vivant plus en famille, ils pouvaient se soutenir mutuellement, j'imagine aussi. Même dans le même quartier, il y avait l'entraide avant. Oui, par exemple, des caisses de grève, hein, tu disais tout à l'heure, quand on dit identité collective, je dis c'est des institutions, c'est des organisations, c'est de l'idéologie, plein de trucs. Et donc, par exemple, le fait d'avoir des caisses de grève qui te permettaient de faire grève parce qu'il y avait une solidarité entre grévistes. Et ça se recrée. Là, j'ai vu qu'il y en avait en numérique, etc. Plus de 300 000 € récoltés. Pour permettre aux gens de faire grève, c'est ça? Ah ouais. 300 000, c'était Mais en fait, effectivement, tu n'as pas ce genre d'outil à ta disposition, tu ne peux pas le faire. Peut-être tu le fais pas. Donc c'est tout un...
il y a tout un système quoi, Ouais, non, je dois avoir une qui fait que tu es capable de mener une lutte et peut-être de la gagner, ou au contraire, tu la mènes comme tu peux, en bricolant, et tu n'y arrives pas. Moi, je trouve que c'était vachement fort, la jonction entre les étudiants, pas mal de salariés, privés, publics. Voilà, Donc concrètement, aujourd'hui, on pourrait encore trouver une solution pour lutter encore, en mettant en place... en refaisant de la socialisation politique. Parce qu'il y a toujours eu ce pouvoir d'exercer des minorités sur la majorité. On n'a pas encore trouvé un système différent. Il y aura toujours des minorités qui vont contrôler la majorité, mais le tout c'est limiter son pouvoir. Ouais, donc Ça, on n'y échappera jamais, quoi. C'est humain, c'est... Si, moi je pense que c'est... Tu pourrais, pas, hein, ouais. tu sais aussi. Enfin, tu Je pense pourrais. que c'est un peu utopiste. Hein. Il y aura toujours des gens qui seront mais parce naturellement qu'on est- plus dotés que d'autres. Et, Et est-ce que c'est parce qu'on est habitué? ouais, voilà, il faut changer la vision de chacun. Est-ce que c'est parce qu'on est conditionné dans cette image? Il y avait Étienne de la Boétie, là, le copain de Montaigne, qui disait, il est considéré notamment par Michel Onfray comme on va dire un des fondateurs du courant libertaire. Il disait cessez d'obéir et vous serez libre. Ouais, voilà. Donc, à partir du moment où vous décidez de ne pas obéir, ou même si vous obéissez en apparence, mais que en réalité vous désobéissez par derrière, au bout d'un moment ça fait tomber le système. Le système qui est fondé quand même sur l'obéissance. On va dire, bon, lui il parlait de servitude volontaire, c'est que bon, à son époque à mon avis c'était peut-être fondé, je dis à notre époque c'est peut-être moins une servitude volontaire, c'est plutôt de la soumission consentie quoi, plutôt que de la servitude volontaire. C'est vrai que c'est plus souvent, il faut quand même reconnaître les faits, c'est plus confortable d'être soumis de manière consentie à un système qui produit certains inconvénients mais aussi certains avantages que aller frontalement contre ce système-là et risquer de perdre beaucoup plus que le problème c'est que maintenant Ça sera le passager clandestin, ça les prolétaires n'ont que leur chaîne à perdre. Le problème c'est que maintenant les chaînes des prolétaires sont plaquées aussi. Donc ils sentent toujours qu'ils ont quelque chose, même celui qui a pratiquement rien, il sent toujours qu'il a quelque chose à perdre. Donc c'est sûr, ça fait réfléchir à deux fois avant d'aller à la bataille frontale. Quoi. Non, mais je pense qu'il y a une part de peur aussi, parce que justement on est quand même dans des sociétés qui sont fondées vraiment sur la vision la plus noire de la fameuse nature humaine, quoi. Donc, en plus, bon, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de nature humaine, mais voilà, on pouvait avoir une vision beaucoup plus optimiste, fonder les choses sur la coopération, etc. Et là, on a fait le choix, à un moment donné, et ça s'est encore accentué ces dernières décennies, de construire des sociétés sur le pire, quoi, la méfiance, la cupidité, le machin. Donc l'autre, forcément, il va vouloir abuser du pouvoir, alors que dans une logique coopérative, ça pourrait fonctionner aussi, et même beaucoup mieux, quoi, parce que tu es tranquille. Tu n'étais pas tout le temps à te méfier de ton voisin, une paranoïa collective, là, et de fait, tu coopères, et le bien commun, il est largement suffisant pour que tout le monde y retrouve son compte, quoi. Il y a peut-être de la propagande aussi pour la méfiance. Après, c'est pas complètement tout neuf. Hein. Je veux dire, on a une base d'individualisme chacun de nous, parce que c'est la façon de penser occidentale. On a toujours été plus individualiste que d'autres cultures comme en Chine ou en Afrique. Et je veux dire, c'est pas nouveau, quoi. Ça a été accentué ces derniers temps, mais ça vient pas de nulle part. Et c'est des habitudes qui vont pas être faciles à perdre. À mon avis, ce qui est en train d'apparaître maintenant, c'est que avant, on va dire, il y avait l'individualisme, puis après, il y avait le sens collectif. Ce qui apparaît de plus en plus à l'époque actuelle, c'est qu'à côté on va dire de l'individualisme pur et dur et du sens collectif, il y a de plus en plus d'apparitions d'aspects collectifs, mais de particularisme collectif, c'est-à-dire de regroupement soit communautariste, soit identitaire, c'est-à-dire du collectif, mais segmenté, quoi. C'est plus du collectif global, quoi. C'est du collectif découpé en tranches et un peu imperméable les unes par rapport aux autres. C'est ça qui est problématique aussi.
Oui, c'est les collectivités, enfin ce collectif, chacun de ces collectifs qui se sent isolé, enfin voilà. Ouais, l'image des Qui se tribus. sent isolé et qui s'isole aussi. Quoi, qui L'image se- des tribus. Ouais. Parce qu'on a Les besoin de gothiques, recréer les des liens. machins, les... Parce qu'on a besoin de recréer des liens avec les. Oui, mais, Oui, mais, voilà, mais en se fermant par c'est rapport. c'est pour dire, quand tu parles à un collectif, il se sent isolé. Il va dire je suis isolé. Et parce que c'est des tranches de collectifs comme C'est-à-dire qu'un prolétaire de maintenant, il va se sentir peut-être prolétaire, mais aussi prolétaire de son quartier, de sa cité, pas prolétaire de tous les pays. Mais ça, c'est depuis quand ça? C'est sur quelle échelle de temps qu'on regarde en fait? Parce que peut-être sur 20, 30, 40 ans, peut-être, mais sur 100 ans. Est-ce que ça va vraiment de pire en pire sur 100 ans? Je pense que oui. Enfin, Je pense que oui. Enfin, au moins sur les. Je pense sur un demi-siècle, ça va quand même de pire en pire. Demi-siècle, d'accord, mais un demi-siècle, c'est pas beaucoup. Il suffit de prendre 100 ans et d'un coup, c'est plus du tout la même chose. Il suffit de prendre 200 ans et d'un coup, c'est pas du tout la même chose. Donc peut-être qu'il suffit d'attendre 100 ans et hop, on aura un... Non, je sais pas, hein, mais... Bah oui, c'est facile. c'est bien sûr. J'ai pas trop envie d'attendre 100 ans. Hein. Déjà 10, je trouvais ça un peu long. Mais... L'exemple que je pourrais prendre, c'est par exemple les institutions économiques. Depuis les années 50, on a des institutions économiques de ouf qui libèrent 30% des gens, des adultes, 30% des gens, ils les libèrent du marché du travail. Les retraités, ils donnent de l'argent aux parents, ils donnent de l'argent à des chômeurs qui sont pas obligés de travailler pendant un certain temps. Il y a plein de gens qui reçoivent de l'argent comme ça depuis 50 ans. Avant, il n'y avait pas. Avant, ils crevaient. Les gens, dès qu'ils étaient à la retraite, soit ils avaient une famille, soit ils crevaient. Il y a quand même une... Et tout ça, c'est global. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pas par petites tranches, par tribu ou quoi que ce soit. C'est national. Peut-être que... Alors, j'en sais rien. Hein, peut-être que ce mouvement-là, peut-être dans 10 ans, 20 ans, alors il y aura peut-être une guerre civile, j'en sais rien, entre-temps, mais peut-être que ça, à la sortie, ça va donner un truc aussi puissant que celui des années 50. On va socialiser, je sais pas, 60% du PIB, 70%. Il restera 30% aux gens qui créent des emplois. Oui, mais ça c'est possible, parce qu'il y a... donc il y a de la richesse. C'est ça que tu viens de dire. Les pays, Ça, c'est mon côté réaliste. les pays créent de la richesse et en fait elle s'accumule cette richesse. On nous fait croire la dette augmente mais la richesse augmente, et la dette encore plus, alors ça c'est exponentiel. Mais donc oui, peut-être que dans 100 ans il y aura beaucoup plus de richesses accumulées et pourquoi pas, comme tu dis, plus de richesses partagées finalement. Enfin, ce serait l'idéal, qu'il y ait plus de richesses partagées, parce qu'il y aura forcément plus de richesses. Et qu'avec la technologie on va créer plus de richesses avec moins de matière, en simplifiant. Plus de richesse. Oui, peut-être qu'il y aura plus de chômeurs et plus de gens à la retraite. Tu auras la retraite à 40 ans. Tu seras content. À 30 ans, C'est cool ça. Ou à 18 ans, la retraite à 18 ans, c'est un projet qui... Je vote pour toi. Non mais voilà, mais ça c'est... C'est le projet du réseau salarié. Il faudrait pouvoir l'imaginer, parce que pourquoi pas, quand tu dis il y a 200 ans c'était pas comme ça, pourquoi peut-être dans 100 ans ça serait pas autrement. Et à 70 ans, parce que la retraite. Ouais, non mais... Voilà, après bon... Non, mais en tout cas, faut pas désespérer de l'utopie, parce que des fois elle est réaliste, mais on nous fait croire par la propagande que c'est pas vrai. L'échelle du temps, je pense qu'elle est importante. Hein. Tu sais, moi je me souviens les pubs chocs, les fausses pubs, tu sais, on te disait les asperges en tube et des trucs comme ça, tu le vois, tu y crois. Et après on te dit mais non, mais regarde, on t'a dit n'importe quoi et tout, faut pas croire tout et n'importe quoi. Bah, tu bombardes les gens de fausses pubs en te disant la retraite à 35 ans, tu sais, ça va ils vont se sentir heureux d'un coup, genre ah ouais. Et bah tu crées tu peux créer quelque chose qui fonctionne, que les gens vont tous se battre pour ça, j'en sais rien, mais la propagande peut aller dans le sens du bonheur plutôt que de faire peur. Peut-être. Bah ok, d'accord, c'est que... Mais pourquoi être plutôt négatif que positif? Donc oui, un projet pour les 50 prochaines années qui va dans le bon sens, c'est possible. Plutôt que d'être fataliste peut-être. Sur l'individualisme, il y a aussi l'individualisme qui est positif, entre guillemets, qui est émancipateur, quoi. Donc il n'y a pas que l'individualisme négatif qui distend les liens sociaux, quoi. Il y a aussi l'individualisme qui nous permet de s'émanciper chacun et d'être vraiment une entité, etc. Donc
quand même y penser aussi, quoi. Et deuxième truc, tu parlais des institutions en particulier, de la Sécu, etc. Bah, déjà au départ, quand même, elles ont quand même été largement portées aussi par le mouvement social, quoi. Donc pas de mouvement social, pas de sécurité sociale. Et puis par ailleurs, le paradoxe aussi, et ça on l'a bien vu au niveau social, économique et tout, c'est que quand le mouvement social patine ou faiblit, par contre ça peut avoir des tendances vachement individualisantes aussi, parce qu'effectivement, tu sais que tu n'as pas à te soucier de tes parents parce que, ou moins, parce que tu sais qu'il y a la Sécu. C'est comme ça qu'en 2003 tu en laisses un certain nombre mourir avec avec la canicule. Et voilà, donc ça a aussi des effets. Ça a aussi non mais je caricature évidemment, mais ça a aussi des effets individualisants dès lors qu'il y a le cadre, mais il n'y a plus le sens, quoi. Donc effectivement, maintenant ça devient une espèce de truc, tu viens juste retirer ton jackpot, ton machin, chacun selon ses droits et ses machins, mais au départ c'est pas ça, quoi. Au départ c'est une concrétisation d'un bien commun. S'il n'y a plus rien qui le soutient au niveau idéologique et tout, ça devient qu'une espèce de guichet, là où tout le monde est content, chacun grappille comme il peut. Et ouais, socialement et politiquement, ça n'a plus aucun intérêt, quoi. Enfin, ça crée plus une solidarité active, en tout cas, ça crée une solidarité passive. Tu sais même pas ce que tu payes d'ailleurs sur ton bulletin de salaire, parce que, va comprendre, tu sais même pas, c'est illisible, quoi. Non, mais symboliquement, c'est vrai que c'est important quand même, que tu saches que chaque année, je sais pas quoi, les retraites, ça te coûte. Quelle importance, de toute façon les retraités ils contribuent à la société aussi, que ce soit toi qui les payes ou non, pas. Mais bien sûr, non mais attends, moi je m'en fous, à la limite, même ils donnent juste le net et machin, mais à ce moment-là, il y a une autre implication. Ces institutions, une fois qu'elles sont découplées de réalité sociale, voilà, ce que je voulais dire, c'est juste que ça fait plus identité, quoi. Quand les mecs qui se sont battus, je sais pas, au 19e siècle, machin, pour créer les premières caisses de secours et tout, je pense que là, tu vois, c'était hyper solidaire, quoi, parce que c'était une question de vitale. On voulait pas être seul face aux accidents du travail, pas être seul face à la maladie, et ainsi de suite, quoi. Et je ne dis pas qu'il faut forcément revenir à ça, mais que ces institutions, elles aient du sens, quoi. Que ce ne soit pas juste un guichet où tu te dis, je tire du fric, quoi. Ça prend du sens quand ça te concerne, quand ça concerne tes proches, quoi. Tant que tu n'es pas concerné par ça, tu as du mal à comprendre, du coup. Ouais, bah oui, c'est perd du sens. Bon. On reprend la semaine prochaine. Ok. Non, mais moi je trouve que c'est bien aussi qu'on reste sur un truc. Après, on peut discuter comme on veut, mais moi je vais pas faire trop tard ce soir. Du coup, le sujet la dernière fois et celui-là, c'était quoi la différence ? La première fois c'était les classes sociales en général, avec 3 auteurs. Là c'était vraiment insister sur l'interprétation actuelle de la conscience de classe, parce que ça c'était vraiment un point précis. Et la semaine prochaine, moi je proposerai le truc sur les classes moyennes, pour en parler. Dans l'interprétation actuelle, les classes moyennes. Ouais. Et après, un truc sur les obstacles à la mobilisation sociale. Et après, je peux laisser la main